Débat comme tous les jours avec vous, 0826 300 300 avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Vous êtes toujours en Provence, avocat. Oui. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre, Une justice politique, est paru chez l'Artilleur. Yves Damécourt, bonjour. Vous êtes porte-parole du mouvement de la ruralité, dans la logique de notre débat précédent. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, bonjour. Bonjour Valérie. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et vous êtes également éditorialiste sur RT France, la chaîne RT qu'on retrouve sur YouTube, sur Internet. Différentes box. Différentes box également, effectivement. Il y a pas mal de sujets ce matin. Les 80 000 peines de prison en attente d'exécution. C'est Éric Ciotti qui avait posé la question au garde des Sceaux. Il a eu la réponse. Il y a 80 000 peines qui ne sont toujours pas exécutées. Et je trouve que ça fait suite au débat qu'on a eu en début de semaine sur les différentes violences qui interrogent sur ce non-respect de l'autorité, peut-être par un manque justement de sanctions efficaces. Les Français travaillent-ils assez? C'est Emmanuel Macron qui hier nous a sermonné. Abaisser le droit de vote à 16 ans, c'est à la une de l'Opinion ce matin. C'est Clément Beaune qui fait cette proposition. Et puis on pourra revenir également sur le phénomène de violence homophobe en banlieue. On en a un petit peu parlé avec Christophe Beaugrand tout à l'heure. Commençons par vos coups de cœur, vos coups de gueule. Yves, c'est vous, on va vous laisser commencer. C'est un coup de gueule? Un coup de gueule, oui. Nous avons en ce moment en Gironde un grand débat qui est animé par la commission du grand débat sur un projet qui est porté par Engie et Neoen, qui sont deux entreprises importantes, qui visent à arracher 1000 hectares de forêt, donc l'équivalent du bois de Vincennes, pour implanter 1000 hectares de panneaux photovoltaïques pour produire, tenez-vous bien, ce que les porteurs de projets appellent de l'électricité verte. Donc en fait, on arrache 1000 hectares de forêt qui aujourd'hui captent, bon an mal an, 12 000 tonnes de CO2 par an, oui, pour produire une électricité dans une région qui est excédentaire en énergie décarbonée et qui est 100% décarbonée, puisque la Nouvelle-Aquitaine produit 56 TWh d'électricité qui provient du nucléaire, de l'hydraulique, et puis un petit peu de l'éolien et du photovoltaïque. Et elle en consomme 39. Donc aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'électricité. Enfin, ce projet est aberrant, mais il s'organise. Qui en est à l'initiative? Ça passe par l'État? C'est Engie et Neoen qui sont à l'initiative, ouais. Et l'État organise le grand débat. Et alors bien sûr, nous, au mouvement de la ruralité, on est favorable à tout ce qui est de l'autoconsommation, de la production d'électricité sur les toitures, sur les parkings, sur les friches, etc. Mais déboiser 1000 hectares pour produire de l'électricité verte nous semble complètement abracadabrantesque, pour reprendre un mot de Jacques Chirac, et complètement déraisonnable. C'est 1 milliard d'euros d'investissement. 1 milliard d'euros d'investissement, rendez-vous compte, c'est l'équivalent du reboisement de 500 000 hectares de pins. Aujourd'hui, il y a par exemple à Bonn le Bonn Challenge qui vise à reboiser 350 millions d'hectares sur la planète. Oui. Et donc, plutôt que d'investir 1 milliard pour produire cette électricité dont on n'a pas besoin et qui n'est pas verte, eh bien, on pourrait plutôt reboiser ailleurs. Vous êtes assez au point sur tous ces sujets d'énergie. Nous avons là un exemple typique de ce qu'est capable de faire l'écologie dogmatique, à l'opposé de l'écologie réelle et pragmatique. Et des exemples tels que ceux-ci, hélas, il y en a légion. Dans votre région, monsieur Damécourt, dans l'estuaire de la Gironde, il y a un projet en ce moment de construction de 40 éoliennes géantes. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, en Provence, vous avez eu une douzaine d'éoliennes qui ont été construites, parce qu'elles ont été construites dans un site Natura 2000, au mépris de toute biodiversité. Cette façon d'appréhender l'écologie, c'est celle qui impose le tout électrique, mais qui met sous le tapis la question des métaux stratégiques qui sont prélevés par la Chine en Afrique dans des conditions humanitaires et écologiques dramatiques. Aujourd'hui, en fait, on exporte notre pollution. C'est-à-dire qu'on fait semblant
d'être verts dans notre façon d'agir, mais en réalité, nous exportons notre pollution en coupant des arbres et en confiant ça à la Chine notamment. C'est absolument irresponsable et nous devons combattre cet écologisme dogmatique qui est mortifère, qui repose sur des taxes, qui repose sur des dogmes, alors que la vraie écologie, qui est l'écologie notamment basée sur le nucléaire, c'est une écologie qui peut nous emmener loin, mais ce qu'on appelle les écolopastèques, vous savez, ceux qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, s'opposent à tout ce qui va dans le sens des sciences et des techniques. Le nucléaire, on exporte aussi. C'est en Sibérie qu'on retraite beaucoup sur les déchets nucléaires. Alors, c'est soi-disant un contrat entre Orano, anciennement Areva, et une entreprise russe, mais l'État français est un peu gêné aux entournures quand on parle du retraitement des déchets. C'est vrai. Et d'ailleurs, si on va, alors on pourrait même dire qu'on l'importe, puisque l'uranium, une grande partie de l'uranium, on l'importe notamment d'Afrique. Oui. Régis, vous voulez réagir ? Si vous voulez, il y a du dogmatisme, mais je veux dire que le dogmatisme est le support de stratégies qui sont d'abord des stratégies économiques. Moi, j'ai travaillé sur la question des éoliennes, les éoliennes qui défigurent les paysages, les éoliennes qui ont un rendement ridicule par rapport à d'autres sources, sont également des pôles de profit importants pour un certain nombre de gens qui sont très souvent à la manœuvre. C'est ça le problème. Moi, je voudrais qu'il y ait une grande transparence sur les systèmes économiques qui président à ce genre de choix. En plus de la destruction de la forêt, enfin, je veux dire, c'est tellement évident, mais derrière, qui est-ce qui pousse? Qui est-ce qui a les moyens d'avoir les relais au sein des pouvoirs publics? Ce sont des professionnels qui veulent, grâce à ça, gagner de l'argent. Le capitalisme vert, ça existe. Oui, il y a des nouveaux millionnaires de l'écologie et des énergies vertes. En particulier, et là, hier, ce projet est porté par Neoen. Neoen appartient à Monsieur Vera, qui fait partie de ces nouveaux millionnaires de l'énergie. Et d'ailleurs, ce Monsieur Vera finance une ONG qui s'appelle Canopée, qui elle milite contre les coupes rases et donc va passer au drone toutes les coupes rases chez les forestiers, notamment des Landes, et est financé par le même Monsieur Vera qui aujourd'hui veut raser 1000 hectares de bois. Comment on peut intellectuellement comprendre ce qui est en train de se passer? Ils ont forcément un argument pour justifier. Non, c'est la dialectique. Pour justifier l'arrachage de 1000 hectares de forêt. Faut bien quand même argumenter. En fait, si vous voulez, il commence déjà par présenter le projet en disant qu'il s'agit d'une forêt récente, puisqu'elle a été créée par Napoléon III, qu'il s'agit d'une forêt avec de monoculture. Mais dans les Landes, de toute façon, il n'y a que le pin qui pousse. Mais il y a quand même une forte biodiversité dans la pinède, puisqu'il y a 140 espèces dans la pinède. Ensuite, ils expliquent que cette forêt pratique la coupe rase. Ensuite, ils expliquent que la forêt est entourée de grillages parce qu'il y a des chasseurs dans cette forêt, que donc le public ne peut pas accéder. Enfin, tout est mis, si vous voulez, avec un ruban noir pour après ça expliquer que le sauveur est le panneau photovoltaïque. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vos coups de cœur, vos coups de gueule et les débats. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog Vue du droit. Vous avez publié un livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Yves Davé... Mon blog est en panne, Valérie, parce qu'OVH a un énorme plantage à 3 jours de son entrée en bourse, les pauvres. Ça, c'est pas de chance. Ça, c'est pas de chance, oui, effectivement. Les serveurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de serveurs qui sont en panne. Donc, attention, ne vous affolez pas si vous n'arrivez pas à accéder à certains de vos sites. Vous avez raison de le signaler. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement éthique. Et Alexis Poulain. Pourquoi j'ai dit mouvement éthique? Je sais pas. C'est parce qu'on a en permanence Sophie de Menton. Elle est encore là. Confondue avec Sophie. Elle est où? J'enchaîne. Chef d'entreprise, c'est une sorte de ronron. Il n'est pas du tout président du mouvement éthique. Il est président du mouvement Objectif France. Voilà. Et Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur RT France. Oui, Stéphane, le site de Sud Radio
également est en panne, mais comme je crois une immense majorité des sites ce matin. On va revenir sur les déclarations, enfin sur le plan 2030 d'Emmanuel Macron. Hier, il estimait que les Français ne travaillaient pas assez. On peut parler également du droit de vote à 16 ans. C'est une proposition de Clément Beaune. 80 000 peines de prison en attente d'exécution et puis les violences homophobes en banlieue. Parlons-en également. On continue notre tour de table. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. On n'a pas encore la réponse, mais c'est incroyable que le pass sanitaire soit encore en discussion aujourd'hui pour savoir si on ne le prolongerait pas éventuellement jusqu'en juillet 2022. Bon déjà, alors il est à peu près écrit dans le marbre qu'on va le prolonger sans assouplissement jusqu'au 15 novembre, mais je vois pas, compte tenu des chiffres aujourd'hui, compte tenu du taux de vaccination, compte tenu de tous les éléments qu'on a en France, pourquoi on garderait cet outil du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Pourquoi on continuerait de vivre sous un état d'urgence perpétuel alors que le Covid maintenant est rentré dans une politique de santé publique comme une autre. Je crois qu'il est temps de sortir du cadre de la démocratie, pas la démocratie mais la non-démocratie, enfin le moment où tout est mis entre parenthèses parce qu'on est dans un état d'urgence, parce qu'Emmanuel Macron décide de tout de manière unilatérale en Conseil de défense. On peut pas continuer comme ça, franchement. Et donc je suis vraiment scandalisé de voir qu'on discute encore aujourd'hui, de dire si on continuait, pourquoi pas jusqu'en 2022. Tous les pays sont sortis peu ou prou de l'outil pass sanitaire. La France a fait preuve a su se renouveler puisque la campagne de vaccination qui était un fiasco au début a pris de l'ampleur. Grâce au pass sanitaire. Ça, voilà, c'est pour ça que je dis qu'une fois que les choses sont faites, ça sert à rien de continuer. Donc on est vraiment là dans une politique qui n'a plus de sens. Ça fait longtemps, enfin les auto-attestations de sortie et les autres mesures ubuesques qu'il y a eu pendant le Covid, on est habitué, mais là, je pense que les Français en ont vraiment ras-le-bol et qu'il serait temps de passer à autre chose. Vous êtes sûr qu'ils en ont ras-le-bol? Alexis, moi ce que je voudrais dire, c'est que parce que moi je vois des gens, pardon, juste une chose, je vois des gens dans le restaurant qui, peut-être docilement, comme des moutons, diriez-vous, présentent leur passe sanitaire sans aucun état d'âme et sans aucune angoisse. Valérie, l'opération, comme on dit à l'île de la Réunion, est gros doigt. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, sur des mesures liberticides, mais là justifiées. C'était un outil, parce qu'on n'a pas voulu rendre la vaccination obligatoire, c'était un outil pour forcer les gens à se vacciner, et ça a marché. Et je suis très content que ça ait marché. Mais il y a un effet d'aubaine à chaque fois. C'est quoi, Alexis, la volonté? C'est de pérenniser un outil inutile, et hop, mais vous comprenez, il faudra par conséquent passer au vote par correspondance et au vote électronique, au télétravail et au télévote. Et ils sont en train de nous mettre en place des outils de fraude. Je suis désolé, c'est grossier. J'osais pas aller jusque là, mais évidemment c'est ce qui m'inquiète. Mais moi j'y vais. Mais non, mais bien sûr. Vous iriez jusque là? Non, mais je crois que... Je voudrais juste rectifier ce que dit Alexis quand même, parce que vous dites que ça n'existe plus à l'étranger, ça existe un peu partout quand même. Non, mais c'est des mesures qui durent 2 mois, 3 mois. Italie... Là, on parle d'1 an de passe sanitaire, bon sang. Ça dure depuis... Mais en Italie, c'est aucun pays n'a fait ça pendant 1 an. Aucun. L'Italie? Non. L'Autriche? Non. Bah si. Ah non, c'était sur des mesures régionalisées, puisque là, non. Alors là, c'est pareil. L'état d'urgence, aucun pays n'a fait 18 mois d'état d'urgence. La question que pose Alexis est une question intéressante. C'est la question de la réversibilité. De ce qu'il y a actuellement. On légiférerait pour prolonger le pass sanitaire potentiellement, j'insiste sur le potentiellement, jusqu'à l'été. Pourquoi? Parce que le Parlement ne peut plus se réunir à partir du mois de février. Si c'est uniquement d'un point de vue juridique, je suis prêt à en parler. Mais ce que je ne vois pas venir, en revanche, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est en train de s'enfoncer dans quelque chose de quasi permanent et on ne doit pas s'habituer au recul des libertés. On peut concéder des reculs de liberté pour une bonne raison, pour une bonne cause, et nous avons traversé certains mois qui l'exigeaient, mais on ne doit pas s'installer comme si c'était naturel et ne pas se poser de questions. Exactement. Alors on a un auditeur qui voulait réagir, on vous écoute. Je n'ai pas votre... Sophie, pardon, c'est une auditrice. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sophie de Bordeaux. Oui. Alors je vous écoute depuis tout à l'heure, je suis en voiture, là je me suis arrêtée, ne vous inquiétez pas. Je voulais simplement dire que tout ce qu'on est en train d'entendre, c'est-à-dire que le pass sanitaire jusqu'en juillet, c'est bien sûr pour les élections et ça va très bien avec le vote à 16 ans, qui d'ailleurs à mon avis sera une nouvelle clientèle pour Monsieur Macron, puisqu'en fait il a été sur TikTok et avec ses affichettes, la jeunesse là, avec le nouveau
nouveau logo, etc. Tout ça est de la communication et M. Macron est en campagne de toute façon depuis qu'il est au gouvernement. De toute façon, on est en train de passer dans un système liberticide volontairement. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. Il y a plein de choses qui se passent en Italie, plein de choses qui se passent dans des tas de pays. Mais en plus, là, les journalistes sont responsables parce qu'ils ne montrent pas ce qui se passe. Et là, par contre, moi, je n'ai pas de télé, donc je m'en fous, mais j'ai d'autres moyens. D'ailleurs, j'ai des amis qui vivent dans le monde entier, donc j'ai des échos, et notamment aussi en Australie. Donc, vous voyez, je trouve qu'il se passe des choses très graves, et je pense qu'il ne faut pas banaliser ce qui se passe. Pas du tout. Alors, ouais. Yves Dabecourt. Écoutez, moi, il se trouve que je suis aussi vice-président d'une association qui s'appelle 50 millions d'électeurs, qui a été créée après les élections municipales, pour dénoncer l'impact du coronavirus et des discours du Premier ministre sur le déroulement des élections. Je pense que Emmanuel Macron a observé qu'aux élections régionales, le pass sanitaire et l'état d'urgence avaient favorisé les sortants. Et donc il se dit, finalement, moi je suis sortant, et si ça peut me favoriser, on va poursuivre tout ça. C'est très dangereux. Il faut... pendant très longtemps, on nous a guidés en nous disant, toutes les mesures que nous prenons, elles dépendent du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de personnes en réanimation et de notre capacité à les recevoir en réanimation. Aujourd'hui, le seuil c'était 6 000, aujourd'hui je crois qu'on est à 1 500, et donc il n'y a plus aucune raison de maintenir le pass sanitaire, sauf vraiment dans les quelques départements où on est... remettre aussi... si jamais il y a une flambée épidémique régionale, mais là il n'y a aucune raison, si ce n'est de vouloir pérenniser des mesures liberticides où on a mis entre parenthèses l'ordre démocratique. C'est pas tolérable, c'est pas acceptable, et je trouve qu'il n'y a pas assez de voix politiques qui s'élèvent pour dire stop. On a l'impression qu'Emmanuel Macron peut continuer en Conseil de défense ad vitam aeternam. Et c'est quoi la suite? On annule les élections de 2022 parce qu'il y a une nouvelle flambée en avril? Je voudrais ajouter qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je vous parlais en introduction de ce grand débat public qui a lieu en Gironde. Les réunions du débat public qui sont organisées sous le patronage de la préfecture. Il y a 200 personnes entassées dans une salle et on leur demande pas le pass sanitaire. Ouais. Voilà. Non, mais il y a des incohérences effectivement totales. Régis, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Non, c'est un coup de cœur. Je me méfie. Mais attention, il y a des gens qui ont bon cœur et des gens qui ont mauvais cœur. Moi, je dois être quelqu'un qui a un mauvais cœur. Le soi-disant humoriste Gaëtan Matisse, celui qui voulait que le Bataclan recommence avec les partisans de Zemmour, bon, ça lui a attiré quelques soucis. Il s'est révélé à cette occasion parce que personne ne le connaissait, et j'ai vu ce qu'il avait fait auprès de la jeune Mila. Après qu'elle ait été effectivement la victime d'un terrible lynchage sur les réseaux, de menaces de mort, de violences extraordinaires, qu'elle a été déscolarisée, qu'il a fallu effectivement également la désocialiser. Je trouve qu'elle est assez courageuse. Eh bien, j'ai constaté que face à cette violence, il y avait quelqu'un qui l'applaudissait, qui l'approuvait, c'était ce monsieur Gaëtan Matisse. Monsieur Gaëtan Matisse disait, quand on pense de la merde, on dit de la merde, donc c'est bien fait ce qui vous arrive. Il a insulté le père de Mila qui se plaignait qu'elle ait été virée d'un de ses lycées, etc., etc. Et il se trouve qu'après sa sortie sur Zemmour, il a eu droit, lui aussi, à une séance du même genre. Et il est venu à TPMP pour pleurnicher. C'est affreux, c'est horrible, je peux plus habiter chez moi, etc. Eh ben, écoutez, la Schadenfreude, le terme joie mauvaise, moi je l'ai eu, et je me suis dit, poliment, c'est bien fait pour toi, j'aurais eu peut-être envie de lui dire quelque chose de plus sévère. Non, voilà, c'est une séquence, mais là, on l'a évoqué un peu hier, et quelqu'un me faisait remarquer très justement que Mila, ça fait je ne sais pas combien de temps, plus d'1 an, qu'elle est exclue, qu'elle vit reclus. Lui, il est dans la lessiveuse et ça va passer. J'ose espérer que sa carrière ne se poursuivra pas, parce qu'il n'est, au-delà de n'être pas drôle, je pense que cette pseudo-blague, il expliquait l'autre jour. Moi, j'espère qu'elle ne durera pas sa carrière. C'est ça, mais moi je pense qu'il est un peu foutu, parce qu'en plus il est nul. Il faudrait lui dire de lire Charlie Hebdo pour voir la différence entre l'humour Charlie Hebdo et ce que lui fait, qui n'a strictement rien à voir. Donc voilà, merci pour votre coup de cœur. Le coup de gueule de Rafik Smati. Écoutez, quand on est ministre, quand on est président de la République, quand on est dans le pouvoir exécutif, on est là pour agir. On est là pour donner des ordres aux administrations et faire en sorte que le plan se déroule. Quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annoncer qu'il va créer une sorte de club de réflexion qui s'appelle les laboratoires de la République pour lutter, je le cite, contre la culture woke et la cancel culture,
je me dis, mais ce qu'on attend d'un ministre, c'est de l'action. C'est pas du commentaire. Ça me fait penser à cette formule de Jean Jaurès, n'ayant pas la force d'agir, il disserte. Eh bien, qu'on ait le toupet quand on est ministre, c'est-à-dire en situation de donner des ordres. Quand on parle de la culture woke, quand on parle de la cancel culture, ça se passe en grande partie dans l'éducation nationale, dans certaines académies, auprès de certains professeurs idéologues. Donc, le ministre de l'Éducation nationale a les pleins pouvoirs aujourd'hui pour mettre en place la politique qu'il prétend vouloir défendre. Mais au lieu de le faire, par lâcheté, eh bien, il crée un club de réflexion pour faire campagne et pour disserter du sexe des anges. Je trouve ça pathétique. Ça abîme l'engagement politique. Alors lui aussi, ça y est, il fait ses grands débats. Alors c'est la méthode Macron. Quand on veut résoudre un problème, on fait des Grenelles, des grands débats, des commissions, des Ségur, etc. C'est l'ancien monde. Ça a toujours été comme ça. Oui, mais là, alors non, c'est même pas l'ancien monde, parce que dans l'ancien monde, j'ai la prétention de dire qu'il y avait des ministres qui agissaient. Dans l'ancien monde, vous aviez un président de la République qui présidait, vous aviez un premier ministre qui gouvernait, et vous aviez des ministres qui exécutaient. Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui gouverne, vous avez un Premier ministre qui exécute et vous avez des ministres qui commentent, et on en a ici un exemple flagrant avec Jean-Michel Blanquer. Alors vous pourrez réagir à ce que vient de dire Rafik Smati. On doit marquer une toute petite pause et on se retrouve avec vous sur Sud Radio dans un petit instant. Nous débattons, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Régis de Castelnau, Alexis Poulain, Rafik Smati et Yves Damecourt. Peut-être une réaction à ce que disait Rafik Smati sur la commission anti-woke de Jean-Michel Blanquer. On remue de l'air, on amuse la galerie. Non, on amuse la cour. Je pense que ça permet de donner un peu de mou à des courtisans qui n'ont pas forcément eu des postes qu'ils auraient voulu avoir pendant le quinquennat, puis on fait campagne pour Emmanuel Macron. Vous savez, au-delà de la maison commune qui va être une réinvention de la République en marche, il y a l'idée des causes communes. C'est-à-dire chercher des causes pour aller recruter des gens qui vont faire campagne pour un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ça fait partie de ça. Je pense que c'est un des outils. Et là, les ministres ne se cachent même pas d'être en campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron. Tous les ministres sont là pour ça. Donc ce think tank, il ne sert qu'à ça. Ouais. Alors, le gouvernement est un vaste... Alors, allez-y, oui, Régis. D'abord, une information, j'ai été vérifié pendant la pause. Ça y est, ça marche. OVH, Sud Radio est accessible. Voilà, grâce à moi, vous savez. Vous voyez que j'ai bon cœur. Merci de cette information. Voilà. Bon, non, ce que je trouve assez intéressant avec Blanquer, c'est que lorsqu'il a été nommé au début, je me rappelle tous ces gens de droite, etc., assez classiques, assez conservateurs sur la façon dont doit fonctionner l'éducation nationale, qui ne tarissait pas d'éloges. Enfin, on va peut-être voir quelque chose. Et finalement, 5 ans après au bilan, c'est une catastrophe, parce que c'est vrai que Jean-Michel Blanquer, c'est une catastrophe. La circulaire sur les transgenres, il y a quelque chose de désagréable et de critiquable à faire, il le fait. Donc voilà, c'était un petit cadeau. Le fait qu'il soit en campagne électorale des ministres, ça c'est relativement classique, faut pas non plus le président faut aussi, pas se masquer les yeux, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Yves Damecourt, vous voulez... En fait, le gouvernement est devenu un vaste think tank où les gens réfléchissent, ils se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition, en fait, ou comme s'ils réfléchissaient au prochain mandat. Ils ont juste oublié que c'est eux qui étaient au pouvoir. Et donc, comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Alors, il n'a pas toujours cheffé, Jacques Chirac. Enfin, de temps en temps, quand même, il a pris des décisions dont on se souvient et qui étaient à des moments assez importants. Voilà, donc ils sont là pour décider. Mais comme le président lui-même change de pied tous les 2 jours, et quand il annonce quelque chose, on se demande si le lendemain, il dira pas le contraire, parce qu'il a déjà dit le contraire l'avant-veille, finalement, tout le monde est dans cette ambiance du « en même temps, on va réfléchir, on ne sait pas », et au final, tout ça fait que les gens perdent confiance, parce que les gens ont besoin d'avoir des chefs. Des chefs et des décisions. Et des directions. On peut dire quand même quelques mots sur hier la présentation du plan d'investissement France 2030. Ce qui en ressort aujourd'hui dans les médias, c'est quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. Donc en gros, tout ce qui est à côté, je regardais un petit peu les chaînes d'infos, a pas trop fait réagir, un petit peu hier soir sur LCI. Mais une petite phrase comme celle-là, évidemment c'est ce qu'on retient. C'est 5 ans où Emmanuel Macron a passé son temps à critiquer les Français. Et pourtant, il avait commencé son discours en disant « Je suis le premier des Gaulois réfractaires », en faisant référence à encore une de ses insultes au peuple français. Donc il n'arrête pas, en fait, de critiquer les Français. S'il n'est pas content d'être président des Français, il a qu'à essayer un autre pays.
personne ne le retient. Donc, cette phrase... Mais franchement, cette petite phrase, elle est critiquable. C'était mon édito de ce matin, et puis on a fact-checké. Ça dépend en fait des études. Et ça dépend si vous prenez en compte le travail temporaire ou pas, le taux de chômage, etc. Donc, en fonction des études, non, les Français ne travaillent pas moins que les autres, ou oui, effectivement, ils travaillent un peu moins que les autres. En réalité, on est dans une moyenne internationale. La question, c'est celle de la productivité, c'est celle aussi de la redistribution des gains de productivité, c'est la question aussi du rapport au travail, parce que quand on entend des candidats comme Édouard Philippe qui veulent reculer l'âge du départ à la retraite à 67 ans, très bien, mais quand vous n'avez pas de travail à 55 ans et que vous en trouvez pas parce que plus personne veut embaucher quelqu'un à partir de 55 ans et même avant parfois, je vois pas comment on peut décemment penser que c'est la raison et que c'est le futur, qu'on va travailler jusqu'à 67 ans dans ces conditions-là. Donc il faut repenser le rapport au travail. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire le rapport aussi au temps de loisirs, le rapport aussi au temps de solidarité. Il n'y a pas que le travail. Et donc, si le travail, on est incapable d'arriver au plein emploi, alors Bruno Le Maire pense que dans 2 ans, c'est possible, puisqu'on voit que les chiffres sont bons, parce qu'on a soutenu la croissance grâce au coronavirus, d'une certaine façon, de manière totalement hypothétique, puisque le FMI dit, attendez, la reprise, elle n'est pas vraiment encore là. Donc, ce qu'on a vu hier, c'était un meeting de campagne. D'ailleurs, à l'image d'Emmanuel Macron, vous aviez les murs qui changeaient de couleur. Enfin, c'était le caméléon Macron. Donc, un coup c'était vert, un coup c'était bleu, un coup c'était orange. Et puis, un coup je te parle d'écologie, un coup je te parle d'agriculture. C'était quoi ? C'était juste pour dire, allez, 50 plus, et on continue. Et surtout, important, c'était un meeting pour éviter de faire son bilan. Parce que Macron veut faire campagne sans assumer son bilan qui est catastrophique. On l'a évoqué hier, je crois que c'était avec Frédéric Dabi qui disait il faut qu'un président, il ne peut pas se faire élire que sur un bilan. Il est obligé de se projeter. C'est une énorme machination pour faire un écran de fumée pour éviter qu'on parle de son bilan. Parlons de son bilan. Parlons de son bilan. Sur cette présentation hier. Écoutez, on retient un certain nombre de petites phrases prononcées par le président de la République et on passe à côté de ce qui est pour moi est une faute du président de la République, une faute majeure dans ce plan France 2030. C'est l'absence d'annonce concernant la construction de réacteurs de type EPR. Alors on pourrait se dire que c'est technique, on pourrait se dire que c'est du détail. Non. Pourquoi ? Parce qu'en 2035, en Europe, on ne pourra plus produire des véhicules thermiques, c'est-à-dire essence, diesel et même hybride. En 2035, c'est demain. Ça veut dire qu'on s'achemine, et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, on s'achemine dans une ère où nous serons sortis du pétrole. 2035, c'est dans 13 ans. Alors je pose la question, comment allons-nous faire rouler en France en 2035 10-20 millions de véhicules électriques ou de véhicules hydrogène sans puissance électrique majeure ? Avec un prix de l'énergie qui explose. Nous allons au-devant de pannes d'électricité absolument scandaleuses, et même pire, devant la nécessité à horizon 2030 de faire ce que personne ne veut aujourd'hui, c'est-à-dire ouvrir des centrales à gaz et à charbon. Emmanuel Macron est passé à côté de cet enjeu-là. On sait qu'on entre dans une société de révolution industrielle qui fait que nous allons consommer beaucoup plus d'énergie. La 5G notamment va nous faire consommer beaucoup plus d'énergie. Le président de la République nous parle des petits réacteurs nucléaires. C'est très bien, les petits réacteurs modulaires. C'est bien que nous ayons l'expertise, c'est bien que nous les exportions, mais ça ne résoudra pas l'équation de l'approvisionnement électrique dont la France aura besoin à horizon 2035. Le président de la République a fait plein d'annonces cosmétiques et il passe à côté de cet enjeu majeur. Si on veut construire l'avenir, si on veut penser à la France de 2030 ou de 2035, on ne peut pas passer à côté de la question nucléaire et des EPR. Donc c'était quoi hier ? Alors justement, je voulais répondre à cette question. Alors simplement hier, c'est une juxtaposition de bonnes idées. Alors il y a tous les mots-clés qui ont été employés, hydrogène, quantique, transition écologique, enfin tous les mots-clés y sont. Sauf que ce n'est pas l'État qui va inventer le moteur à hydrogène de demain. Ce sont les initiatives privées. Qu'est-ce que doit faire l'État ? Eh bien, c'est laisser les initiatives privées entreprendre, innover avec une politique fiscale et réglementaire qui soit attractive. C'est tout. C'est ça le rôle de l'État. En revanche, là où on attend l'État, c'est sur le fondamental. Aucune entreprise privée aujourd'hui ne peut se lancer dans un programme de réacteurs nucléaires de 3e et a fortiori de 4e génération. Et donc c'est là où on attend l'État. C'est là où on attend l'État. Or aujourd'hui, là où on attend l'État, il n'est pas là. Et là où on ne l'attend pas, il est là. C'est d'ailleurs probablement l'une des tragédies françaises. Je vous donne la parole dans un instant, cher Régis de Castelnau. On se retrouve avec vous sur Sud Radio. Nous
débattons, nous commentons l'actualité avec vous. Nous parlions donc de ce plan d'investissement présenté par Emmanuel Macron hier, France 2030. Cette petite phrase, les Français travaillent-ils assez? On a eu la réponse avec Alexis Poulain, mais au-delà de ça, sur cette présentation, vous vouliez réagir à ce que disait Rafik Smati, Régis de Castelnau. Rafik fait une analyse rationnelle du discours et de son contenu. Je pense que c'est effectivement très important parce que ça permet d'en montrer les inconséquences. Le problème, je pense que c'est de bien identifier ce qu'était cette réunion hier. Un lancement de campagne électorale où effectivement, comme dit Frédéric Dabi, on ne peut pas se contenter de son bilan, et surtout le sien, hein, mais on doit proposer quelque chose. Or, il ne faut pas oublier que c'est d'abord l'élection qu'il doit gagner, donc il s'adresse un peu à tout le monde, il grappille à droite à gauche. Sur l'histoire, les Français ne travaillent pas assez, c'est un marronnier qu'on entend depuis des années, donc il y a un public pour ça. Dans les couches qu'ils soutiennent, dans le bloc élitaire, il y a un public, donc on lui envoie ce message. Sur le nucléaire, Rafik, je pense que il ne va pas il a été sur ses petites centrales, mais il ne va pas trop loin parce que il a besoin de cet électorat écologiste et dont il sait que Yannick Jadot peut lui poser certains problèmes. Donc je crois que c'était de l'électoralisme pur, ce à quoi on a assisté, et la critique de fond est difficile parce que comme d'habitude, il y a à boire et à manger, et c'est le principe du en même temps. Alors j'ai vu qu'Arnaud Benedetti dans un article posait la question de savoir si c'était un escroc génial. Pour l'interrogation, je répondrai pas et je laisserai à Arnaud la responsabilité de cette formulation, mais on a vraiment du Macron chimiquement pur à cette occasion. Oui, Yves Damécourt. Moi, j'ai eu la même impression, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir un show du partenaire de Ernst & Young ou des GAFA. Enfin, c'était une ambiance un peu multinationale, etc. On a l'impression d'avoir affaire à un grand patron qui donnait des consignes à ses directeurs généraux pour engager les projets de demain. Mais c'est pas ce que les Français attendent du président de la République. Les Français, ils attendent du président de la République qu'il recale l'État dans ses missions et qu'il fasse avancer un certain nombre de sujets. Et donc là-dessus, il est totalement absent. Alors après ça, il y a beaucoup de choses gentilles et intéressantes dans ce qu'il exprime, mais c'est pas du tout ce que les Français attendent de lui, pas du tout. Non, mais même le décor, qui était, vous l'avez dit, très lumineux, avec du rouge, du blanc, c'était à l'Élysée, mais il a maquillé la salle des fêtes de l'Élysée, qui a déjà été massacrée par les soins de décoration intérieure de Brigitte Macron. Elle avait besoin d'être faite, cette salle. Est-ce qu'elle avait besoin d'être faite en taupe et en gris? Non, pas forcément, mais c'est un autre débat. Les goûts et les couleurs. Voilà, les goûts et les couleurs. Mais bon, c'est la République, c'est pas chez les Macron. Et là, clairement, depuis qu'il est élu, il y a un problème avec Emmanuel Macron, c'est que il est pas fait pour ce job. Il devrait être partenaire en banque d'affaires, rester en banque d'affaires, il était très bien. Ou il peut être président de BlackRock France, ce serait très bien aussi pour sa reconversion. Donc, je pense que il faut pas 50 plus. Il est malheureux à sa place. Il faut lui donner un outil à sa hauteur, c'est-à-dire qu'il retourne dans le privé et qu'il fasse enfin des keynotes en tant que partenaire d'une grande banque d'investissement. Je pense que c'est ça qu'il souhaite pour 2022, plutôt que de continuer à insulter les Français à peu près tous les jours ou toutes les semaines en disant non mais vous avez pas compris, vous êtes trop bêtes. Et je voudrais ajouter juste une petite chose, c'est que quand Arnaud Montebourg était ministre du redressement productif, il avait établi un plan qui ressemblait étrangement au plan qui a été présenté hier par Emmanuel Macron. Et il se trouve que le ministre qui lui a succédé et qui a mis fin à son plan, c'est justement Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est toujours les allers-retours d'Emmanuel Macron. Souligné, c'est vrai. Voilà. Allez, je voudrais qu'on parle donc de cette information. C'est une question qu'Éric Ciotti avait posée au ministre de la Justice. Combien y a-t-il de peines de prison en attente d'exécution? Il y en a 83 000 qui sont des peines d'emprisonnement ferme devenues exécutoires dans les 5 dernières années, qui demeurent toujours en attente d'exécution. 83 000 condamnations à de la prison ferme qui n'ont pas été exécutées. 44% d'entre elles ont été rendues courant 2019. C'est un constat tout à fait accablant. On a évoqué ici la semaine dernière ces places de prison qu'avait promises Emmanuel Macron, 15 000 places de prison. Seulement 2 000 ont été créées. Et je voulais en souligner ce chiffre parce qu'il est à mettre en lien avec peut-être la montée de la violence. Enfin, il n'y a pas que la répression, vous allez me dire,
etc. Mais tout de même, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Vous êtes condamné à de la prison ferme et vous n'exécutez pas la peine. Donc comment est-ce que des jeunes délinquants peuvent comprendre quelque chose ? Rafik ? La justice est le maillon faible de la politique de sécurité aujourd'hui dans notre pays. Je rappelle que le budget du ministère de la Justice, même si il a été légèrement augmenté l'année dernière, est à peu près équivalent au budget du ministère de la Culture. Ça donne simplement un ordre de grandeur. Et là, force est de reconnaître que l'exécutif actuel nous mène en bateau depuis 5 ans. Ni plus ni moins. 15 000 places de prison qui avaient été promises par le président de la République dans son programme. Alors aujourd'hui, par miracle, ils vous disent non, mais on n'a jamais dit 2022, c'est 2027. Voilà, donc c'est à horizon 2027. Sauf que lorsque l'on regarde les choses précisément, sur ce qui a été fait depuis 4 ans, on se rend compte, comme d'habitude, et c'est le en même temps, la première partie du quinquennat est allé à l'encontre de la promesse présidentielle. Et j'en veux pour preuve qu'en 2019, les autorisations d'engagement de dépenses pour acheter des nouveaux terrains de places de prison, ils ont été annulés par Madame Belloubet. Ce qui veut dire qu'en 2019, il était acquis que nous n'allions pas construire des places de prison, puisque les terrains qui avaient été prévus pour construire ces places de prison, nous avons décidé de ne plus les acquérir. C'est un fait. Ensuite, vous avez un Premier ministre, il y a 2 ou 3 mois, qui va inaugurer une nouvelle prison dans le Haut-Rhin. Alors, il a été évidemment suivi par une cohorte de journalistes et qui dit, voilà, c'est la traduction de l'engagement de promesse du président de la République, nous inaugurons des places de prison, etc. Mais c'est bullshit, parce que cette prison-là, qui a été inaugurée par le Premier ministre dans le Haut-Rhin, c'est un programme qui a été lancé par Madame Belloubet. Donc, Madame Belloubet. Oui, par Nicole Belloubet. Ah oui, parce que c'est un programme qui datait d'avant. Et donc finalement, nous sommes là encore une fois comme dans bien des domaines dans cette société du spectacle qui consiste à afficher des chiffres, à donner une illusion d'action. Voilà, on se rend dans une prison pour donner l'impression qu'on construit des prisons, mais tout ça, c'est du vent. La réalité objective de ce quinquennat, c'est que nous n'aurons pas plus de 2000 places de prison. Donc c'est une trahison. Régis de Castelnau, est-ce que la non-exécution est liée aux places de prison? Oui, absolument. Elle est liée aux places de prison. Et pas seulement. Elle est liée au manque de moyens. Rafik a parfaitement raison. Le budget de la justice en France est un scandale ancien. Au passage, je rappelle que là où le budget a le moins augmenté, parce que toujours on obtient des petites augmentations, il faut aller se battre à Bercy. Celle qui s'en est totalement désintéressée et qui a le pire bilan de ce point de vue, c'est Madame Taubira. Ça devait être appelé. Mais si vous voulez, toutes les mesures dont on parle et dont parlait Rafik, ce sont des pansements sur des jambes de bois. C'est-à-dire que l'état actuel est tellement dégradé que, je veux dire, sans un plan massif, mais quand je dis massif, c'est considérable, on ne pourra pas trouver de solution. Alors, quand on parle du laxisme, il y a plusieurs origines. Il y a des origines idéologiques et culturelles chez les magistrats, c'est une réalité. Mais une des premières raisons, c'est effectivement le fait que ces peines ne soient pas exécutées. L'administration pénitentiaire relevant du ministère de la Justice, je rappelle. Donc, et qui incite aussi les magistrats à ne pas trop en prononcer, à essayer de trouver d'autres solutions, parce qu'ils savent qu'elles ne seront pas exécutées, que ça nourrit un formidable sentiment d'impunité, dont on voit les résultats dans les incidents de la semaine dernière, par exemple, à Montgeron ou Comps-la-Ville, je crois que cette malheureuse enseignante qui a été jetée par terre. Donc, ces auteurs-là, si vous voulez, n'ont aucune espèce de sentiment qui peut leur arriver quelque chose. Sentiment d'impunité totale. Sentiment d'impunité totale. Regardez ce qui est arrivé à celui qui avait volé les pompiers qui étaient intervenus, etc. Il a fallu qu'il récidive. Il n'était rien arrivé. Il a fallu qu'il récidive en disant qu'il fallait égorger Blanquer. Là, ça a un peu bougé quand même. Je me demande où il est aujourd'hui. À mon avis, il est de nouveau dans la nature. Parce que on n'a pas les solutions matérielles. Et c'est dans tous les domaines. On nous parle d'un grand plan pour l'hôpital et on apprend qu'on a fermé 7000 lits en pleine pandémie du Covid. Non, si vous voulez, c'est ce néolibéralisme qui veut tailler dans les dépenses en permanence. Donc on peut pas avoir des plans
public, d'intérêt général, d'intérêt public comme celui de la justice, si on continue à gérer des budgets de cette nature. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a des choses très simples à faire. D'abord, on change de président, mais on peut s'appuyer sur les territoires. C'est-à-dire que si demain on décide que la construction des prisons revient au département ou aux régions, je pense que ça ira beaucoup plus vite, parce que les élus des départements et des régions, d'abord, s'inscrivent dans la durée. Ils sont pas élus pour 5 ans, ils sont élus en général pour des périodes beaucoup plus longues, et ils sont en contact direct, à portée de baffe de leurs citoyens. Et donc, s'il y a des problèmes de peine non exécutées sur leur territoire, eh bien, ils feront les efforts pour construire les places de prison dont on a besoin. Et puis sur les territoires, on sait que la construction, le bâtiment, c'est du travail, c'est de l'emploi, c'est du développement. Et donc, vous savez que le problème, c'est l'emplacement. C'est-à-dire que tout le monde veut bien des places de prison, mais pas chez moi. Oui, mais bon, on est plus apte à avancer quand on est sur le terrain. Vous pouvez déterminer des endroits qui sont que plus... quand on est là-haut. Ouais. Le deuxième sujet, c'est que moi, j'ai été maire de Sauveterre de Guyane en Gironde pendant 12 ans. En 1950, à Sauveterre de Guyane, j'étais pas maire, j'étais pas né, il y avait un juge de paix qui traitait tous les petits problèmes locaux et qui aujourd'hui, arrive dans les grandes juridictions. Et donc peut-être il faut réinventer ce juge de paix local qui va régler un certain nombre de petits problèmes locaux qui n'ont rien à faire à encombrer les tribunaux. Et puis le troisième sujet, c'est le recrutement de magistrats. On manque de 10 000 magistrats en France, et donc ça fait 3 élections présidentielles où tout le monde est d'accord sur le constat, il manque 10 000 magistrats en France. Il faut élargir le recrutement, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Et donc il faut y aller, quoi. S'il y a vraiment un sujet où on a besoin de recruter, c'est le ministère de la Justice. Par contre, comment est-ce qu'on finance ça? En s'attaquant à la bureaucratie partout ailleurs. Parce que, en fait, si aujourd'hui on a fermé des lits, c'est parce qu'on a ouvert des bureaux. Et donc, dans l'hôpital français, on a ouvert des bureaux et on a fermé des lits. Il faut fermer des bureaux plutôt que fermer des lits. Alexis, mais aujourd'hui, ça c'est de la prospective. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui savent que s'ils sont condamnés, ce qui n'est pas toujours le cas, on l'a évoqué avec l'histoire des pompiers, ils n'iront pas en prison. Mais on fait rien. Si on fait rien depuis des années, et ça va pas changer. Vous savez, c'est aussi cette phrase: ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est-à-dire que ça fait longtemps aussi qu'on a un problème à la fois de laisser aller, c'est-à-dire que l'éducation nationale ne peut pas tout faire, mais on a laissé les parents faire trop n'importe quoi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un jeune est dans une telle déshérence, c'est pas normal que la société le laisse dans cet état-là. Il y a eu aussi la fin du service national. Alors c'était une bonne chose, on pensait que c'était une bonne chose, mais ça permettait de repérer le taux d'analphabétisme dans la société, d'offrir des opportunités aussi à des jeunes, que ce soit de passer un permis poids lourd, d'avoir une formation, pas forcément pour finir dans l'armée, mais au moins d'avoir une formation et d'apprendre quelque chose. Là, on a encore un échelon de plus où on passe sous une passoire et on est encore encore plus loin. C'est une société à plusieurs étages, extrêmement inégalitaire, qui est en train de se mettre en place, et on ne fait rien pour réduire ça, alors que la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Faudrait la rappeler. Et on l'oublie systématiquement. Et c'est devenu maintenant, aujourd'hui, data, robotique, je sais pas quoi. Liberté, égalité, fraternité, ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça justement, aussi, mais ça s'adresse en premier aux garants des institutions et à ceux qui sont là, justement, l'exécutif, pour faire ces politiques qui doivent incarner ces valeurs de la République. Or, elles sont totalement désincarnées. On est en train de penser que le politique est maintenant censé être un chef d'entreprise et être là pour faire du privé. Mais non, il faut aussi que l'État soit là pour ces missions qui sont essentielles. Et donc, les prisons, on ne va pas les construire en 2 ans. Oui, mais vous voyez bien ce qui s'est passé dans cette école de Comble-la-Ville. Il y a une défiance de l'autorité, défiance des enseignants, défiance des policiers. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'un professeur soit traité de la sorte? Comment se fait-il que ce soit possible? Alors, je vous raconte l'histoire que nous a raconté Kevin Bossuet l'autre jour, qui est enseignant en Seine-Saint-Denis. Les élèves difficiles, comme ils ne savent pas comment les gérer, le proviseur a décidé d'acheter, c'était l'ancien proviseur, d'acheter des vélos pour mettre dans le fond de la classe, pour calmer ces gamins qui sont pleins d'énergie et qu'on n'arrive pas à maîtriser en classe. Donc l'éducation nationale a acheté des vélos dans le fond de la classe pour qu'ils se dépensent. Et puis quand ils sont bien fatigués, ils viennent se réasseoir et là ils ont un cahier dans lequel ils se défoulent en écrivant prof connard, j'emmerde tout le monde, etc. Voilà où on en est quand même aujourd'hui dans certains endroits. Bien, et là c'est bien une dérive de l'éducation nationale. Il n'est pas question là du système de la justice ou du système pénitentiaire. Donc c'est un tout qu'il faut repenser sur les valeurs de la République. Allez, on marque une pause. Oui, alors vous répondrez après, Régis. Non, mais j'en ai pour 2 secondes sur les prisons. Allez-y. Oui, sur la prison, je veux dire, il faut pas. Ça prend énormément de temps de construire des prisons parce qu'on a des contraintes juridiques extérieures, etc. On est
tenu par les réglementations de les construire à proximité des agglomérations parce qu'il ne faut pas priver les détenus de la vie de famille qui doivent pouvoir venir, etc. Il y a des contraintes techniques aussi, hein, et puis il y a le fait que on a effectivement dans certaines couches de la population une espèce d'idéologie anti-prison que je peux comprendre. Hein. Ces gens-là qui décident qu'effectivement et qui assument la culture de l'excuse, hein, mais qui n'habitent absolument pas dans les quartiers concernés, dont les enfants vont à l'école alsacienne et pas dans le 93, eh bien ceux-là, ils vont venir vous dire ah ben non, on peut pas, etc. Moi, j'imagine assez bien, hein, de grands endroits, je sais pas, au Larzac par exemple, hein, il faudrait 1 an pour les équiper et ensuite on enverrait des gens y travailler. Oh là là, c'est affreux, c'est le goulag. Bon. Ouais, mais c'est la complexité des emplacements des prisons. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler du droit de vote à 16 ans. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi. Donc Emmanuel Macron s'était dit prêt à avancer sur l'abaissement du droit de vote. Alors peut-être que ça c'est une chose qu'il fera, je ne sais pas si c'est souhaitable. Proche du président, c'est le secrétaire d'État Clément Beaune qui trouve que c'est une bonne idée, qui veut en faire un sujet pour 2022. C'est à la une de l'Opinion, grande interview à lire. Je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Là aussi, est-ce que c'est une solution contre l'abstention? Est-ce que, alors on voit que les 18-25 ans votent pas. Est-ce que les 16 ans iront voter? Est-ce que Macron, c'est le giscardisme du 21e siècle. Donc Giscard avait fait le vote à 18 ans. Il voudrait avoir son vote à 16 ans. Ça veut rien dire. Le vote à 16 ans, pourquoi faire? Pour avoir des électeurs? Non, mais pour avoir des électeurs, mais c'est pas ça qui va amener des jeunes à voter. Non, alors s'il veut que les gens votent, on va faire les Marseillais candidats à la présidentielle. On met tous les candidats dans une maison, et pour Emmanuel Macron, taper 1, pour Marine Le Pen, taper 2, et ils ont 3 semaines pour se départager, et puis on fait de la télé-réalité. Faut arrêter. Les gens iront voter quand il y aura des politiques responsables, quand il y aura des programmes aussi, quand il y aura un débat politique et qu'on arrêtera avec cette communication politique qui est en train de saper totalement le débat démocratique. Parce qu'il dit il ne faut pas que ce soit un gadget, Clément Beaune, il faut d'abord mobiliser les 18-25 ans qui ont déjà le droit de vote et ensuite élargir ce droit. Donc ce sera en même temps que la... Non, mais c'est grossier. C'est grossier. Et grotesque. Bon, vous trouvez ça grotesque? Oui. Moi, je trouve ça grossier, parce que la manipulation apparaît d'évidence en plus. Moi, je me rappelle, ce qui était intéressant, je me rappelle que il y a fort longtemps, au moment du débat sur le droit de vote à 18 ans, qui n'était pas encore arrivé, je me rappelle qu'Alain Krivine, dans un débat, avait dit non, droit de vote à 16 ans, et en face de lui, il y avait quelqu'un qui l'avait contesté, il avait dit mais attendez, à 16 ans on travaille. À 16 ans, on travaille, etc. Donc, et c'était vrai. C'était vrai puisque à l'époque, le scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans, elle avait été portée jusqu'à 16 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, personne ne travaille, ou très peu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et je dirais presque que c'est tant mieux si on peut continuer à des études. Non, c'est plus qu'un gadget, je pense. Je pense que c'est une tentative de manipulation. Je pense qu'on cherchera tous les expédients pour éviter des problèmes au mois d'avril 2022 et pour essayer de garantir la réélection. C'est pas seulement un gadget. Je pense que c'est comme le vote électronique, etc. Ces gens-là sont prêts à tout. Mais il pourra pas le mettre en place d'ici l'élection présidentielle, de toute façon. Non. Mais la proposition... Je pense que c'est une proposition ou une promesse qu'il a dû faire à McFly et Carlito à l'époque, comme de présenter leurs photos dans une interview officielle, etc. Enfin voilà, c'est donc cet électorat-là. Tous les deux plus de 30 ans, hein. Oui, mais les gens qui les regardent ont entre 16 et 18. Moi, je suis pas si sûr qu'ils ne souhaitent pas nous le proposer. Ils ont un parlement croupion, Godillot, qui accepte tout, mais absolument tout, et en général sans débat. Donc non, je suis pas aussi optimiste que ça, qu'on nous évite cette mesure avant le prochain scrutin. Sur le fond, vous en pensez quoi? Sur le fond, moi je pense qu'il faut d'abord travailler sur le vrai sujet qui est l'abstention aujourd'hui des électeurs qui ont le droit de vote. Et donc il faut revoir notre façon d'organiser les scrutins, il faut revoir la façon dont on fait voter les gens, il faut revoir le calendrier électoral. Il faut aujourd'hui... J'avais eu une réunion avec Jean-Pierre Chevènement qui avait dit aujourd'hui le Parlement, à cause du quinquennat et de l'inversion du calendrier électoral, le Parlement n'est plus le représentant du peuple, il est le représentant du président de la République. Et donc il faut travailler là-dessus aujourd'hui. Et donc peut-être qu'on peut organiser les élections législatives le même jour que les présidentielles pour qu'il n'y ait pas d'influence de l'une sur l'autre. Il y aura forcément une influence, mais elle sera moins grande. Dans un sens, c'est les députés qui influencent sur l'élection du président, dans l'autre sens, c'est le contraire. Il faut revoir ça, et ça c'est urgent de réfléchir à ça. Et là-dessus, on peut travailler
avec le Conseil constitutionnel, avec un certain nombre de sages, avec un certain nombre de gens d'expérience. C'est plus intéressant que de travailler, de faire une commission sur le wokisme dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qui ferait que les gens voteraient? Oui, mais vous aurez un problème avec le droit de dissolution, hein. Oui, mais c'est-à-dire que c'est François Mitterrand qui a inauguré la chambre Godillot. Mais à l'époque, il n'y avait pas la même durée, mandat présidentiel, mandat législatif. Mais il avait dit, j'aurai un état de grâce, il a dissous juste après son élection, et il a eu une assemblée qui était une assemblée de Godillot aussi. Oui, mais on peut peut-être l'inversion du calendrier, c'est moins le problème que les mandats qui ont exactement la même durée. On peut peut-être faire aussi, comme aux États-Unis, une élection de mi-terme, c'est-à-dire à mi-mandat, on fait une élection et on institutionnalise ce système. Enfin, il y a plein de solutions possibles, mais il faut mettre un peu la proportionnelle, ce système qui fonctionne pas. La proportionnelle qui est balayée systématiquement tout le temps en disant non, c'est pas le moment de la faire. Mais pourquoi les Français ne votent plus? Le Parlement n'est pas représentatif. Mais bien sûr, mettez de la proportionnelle et là on aura peut-être un Parlement qui va représenter les électeurs. Mais revenons à nos ados. 16 ans, on est encore ados. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors sur le droit de vote à 16 ans, moi je pars d'abord d'un postulat, c'est qu'on ne fait des réformes sociétales que par temps calme. C'est valable pour ce sujet-là comme pour tous les autres sujets. Dans une période où la France est fracturée, où nous sommes confrontés à de multiples défis, je ne suis pas certain que ça soit le meilleur moment pour mettre ce sujet-là sur la table. Mais au demeurant, et là je vais peut-être trancher un peu avec mes autres co-débatteurs, au demeurant, je ne balayerai pas l'idée d'un revers de main. Et en particulier pour les élections locales. Pour une raison très simple, c'est que les lycéens entre 16 et 18 ans, ce sont les premiers à profiter pleinement de la vie locale par les infrastructures sportives, par toutes les activités périscolaires, etc. Donc l'idée qui consiste à ce que, au niveau local, les 16-18 ans aient leur mot à dire sur la politique de la ville, c'est quelque chose qui peut, de mon point de vue, se débattre. Donc je ne le balaye pas d'un revers de la main, mais la seule chose que je dis néanmoins, ce que je disais en propos liminaire, c'est que, en toute hypothèse, ce n'est pas le moment pour mettre ce débat aujourd'hui dans le débat public. Mais sur le principe d'un vote... Pourquoi pas? Mais pas nécessairement dans le national. Pourquoi ne pas faire une expérimentation, par exemple, sur les élections municipales, se donner une petite dizaine d'années, dresser le bilan, voir si ça a boosté la participation. Voilà, je pense qu'il faut pas être manichéen, il ne faut pas dire que oui, que non. Enfin, il y a peut-être une autre façon de moderniser nos institutions et de donner la parole aux jeunes. Moi, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas confondre démocratie et suffrage universel. Le suffrage universel, c'est l'outil. L'objectif, c'est la démocratie. Ouais. Et donc, on ne peut pas confondre les deux. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de façons de s'engager dans le pays et pour le pays. Et c'est plutôt ça qu'il faut encourager. Et c'est comme ça qu'on crée la citoyenneté. Mais on devient citoyen. On ne l'est pas. On ne l'est pas de fait, quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut encourager. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff sur Sud Radio. Très bonne journée. À demain.